L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Vincent Perrault au micro. Nous voici réunis pour une nouvelle émission, l'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Et alors aujourd'hui, pour ce nouveau programme, le programme est très intéressant, vous allez voir. Un thème extrêmement actuel et beaucoup de questions vont se poser et vous aurez des réponses concernant les défis de la restauration en boulangerie. Comment construire une offre rentable et impactante? Voilà un beau programme. Alors, avant de vous présenter les invités qui sont avec moi aujourd'hui, j'ai pris quelques notes parce que tout cela, ça nous concerne tous. À un moment ou à un autre, nous nous sommes retrouvés à avoir une petite faim et à aller en boulangerie. Vous vous souvenez des sandwichs jambon-beurre, les quiches lorraines, les feuilletés au fromage. Alors c'est un souvenir pour certains, c'est la réalité actuelle pour d'autres. Et puis on a vu arriver des propositions qui commençaient à être un petit peu plus abouties. Les formules déjeuner, les burgers, des salades, des pizzas également, des plats à réchauffer, etc. Et puis évidemment, on se rend compte que la boulangerie a fait évoluer tout ça. On avait même à un certain moment, ça existe encore, des petits espaces dégustation, confort avec chaises et tables pour se poser un tout petit peu. Et donc évidemment, on se rend compte que la restauration gagne toujours plus d'importance dans le domaine de la boulangerie, ce qui veut dire que ça fait se poser aujourd'hui d'autres questions nouvelles. Les boulangers peuvent-ils aller dans cette direction sans réellement se perdre? Est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des points de repère à avoir en tête? Ce sont globalement toutes les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Inutile de vous dire, je ne vais pas faire ça tout seul. Tout d'abord, il y a évidemment Armand Tandeau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Armand, le magazine Latoc qui est avec nous et le magazine et le web également, latoc.fr. Bonjour Vincent, ravi d'être ici. Ravi de vous retrouver pour la seconde fois. Et puis, vous avez eu la bonne idée d'inviter quelques personnalités qui vont pouvoir éclairer notre lanterne. Vous voulez bien nous les présenter? Alors moi non plus, je ne suis pas venu tout seul. Du coup, nous avons avec nous Nicolas Nouchy. Bonjour Nicolas. Bonjour Armand, bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Merci de l'invitation. Alors les artisans boulangers et les entreprises du secteur connaissent bien Nicolas, puisqu'il a été à la tête de CHD Expert pendant de longues années, une agence d'études et d'enquête dans le domaine de la boulangerie et de la restauration hors domicile. C'est donc vraiment un expert de ces marchés. Et après avoir vendu son entreprise, il est depuis quelques mois le fondateur de Stratège Hit, une agence qui accompagne les entreprises du secteur de la restauration dans leur développement stratégique. Et attention, jeu de mots, Stratège Hit, E-A-T, comme manger. Oui, on sent que ça a été travaillé, la dénomination de l'entreprise. Ensuite. Et nous avons aussi avec nous les partenaires de l'émission, donc Samia Hamada, bonjour. Bonjour. Bonjour Samia. Bonjour. Donc, qui est directrice marketing chez RX France. RX France, c'est la société qui organise les grands salons professionnels de la restauration, comme Équipe Hôtel, Sandwich et Snack Show et Parizza. Le salon Sandwich et Snack Show et le salon Parizza ont lieu au même moment et au même endroit, à Paris, Porte Versailles. Et la prochaine édition est fixée au 13 et 14 mars. Ce sont vraiment en fait des grandes célébrations professionnelles pour les secteurs de la restauration rapide. Ok. Et enfin, pour la bonne bouche, si je puis dire. Nous avons aussi avec nous Romuald Dorémus, qui est directeur commercial d'Eurofour. Bonjour. Bonjour Armand. Bonjour Romuald. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors pour situer, Eurofour, c'est une marque française d'équipement bien connue des boulangers. Elle conçoit et produit en France, c'est bon de le rappeler. Donc elle produit des fours à sol pour la boulangerie, des fours ventilés pour la partie snacking, des surgélateurs conservateurs, des chambres de fermentation, des vitrines frigorifiques. Eurofour est réputé surtout pour sa maîtrise technologique de la ventilation, de la convection, de la cuisson par convection, qui est caractéristique des fours ventilés de snacking. Donc voilà, Eurofour, c'est une marque phare du marché de la restauration rapide. Ok. Alors, je vous rappelle le thème réel de l'émission d'aujourd'hui, le défi de la restauration en boulangerie. Il serait temps, Armand, d'entrer maintenant dans le vif de notre sujet, ok ?
Alors pour le programme, j'aimerais bien qu'on retrace assez rapidement l'historique de la restauration en boulangerie depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, parce que cette histoire trace des lignes logiques qui nous permettent de nous projeter sur les grandes tendances pour l'avenir. Et c'est l'avenir qui va nous intéresser. Ensuite, je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur le phénomène du snacking en boulangerie aujourd'hui, aussi bien dans les produits que dans les services. Puisque cette activité bouge énormément, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et troisième temps, je propose qu'on regarde ensemble comment ce snacking contemporain bouscule le boulanger dans son métier et comment la boulangerie peut évoluer et se transformer. Ok, bon, comme on a 3-4 heures pour faire ça, ça va aller, hein, je pense. Et dernier temps, pour la fin de l'émission, tout ça va nous permettre donc de nous projeter sur l'avenir pour identifier les points de blocage éventuels, les pièges à éviter, et on donnera aussi quelques solutions pour dépasser ces difficultés. D'accord. Quand on entreprend, c'est important de connaître un peu la feuille de route pour éviter les pièges Évidemment. qui sont sur la route. Bien. Alors, pour démarrer. Alors, donc, je rappelle en fait que le but de l'émission, c'est de donner des pistes stratégiques et opérationnelles pour aider la boulangerie artisanale à se développer. Le défi de la relance est très important. Après les années de crise. Les périodes difficiles qui étaient d'ailleurs l'objet de l'émission précédente, on avait beaucoup évoqué ça. Et la restauration ressort vraiment comme le meilleur levier en fait, de développement pour la boulangerie. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Et pour suivre le programme, alors Armand, le passé d'abord, c'est toujours très important de connaître le passé pour mieux comprendre l'avenir. Alors pour ça, on va se tourner vers Nicolas. Je rappelle, Nicolas, que vous êtes le fondateur de Stratégie Hit, une agence conseil spécialisée dans l'accompagnement stratégique de la restauration. Alors Nicolas, peut-être un bref... Oui, rapidement, c'est vrai qu'on peut faire une petite histoire de la boulangerie-pâtisserie et de son offre de restauration. On peut commencer, la boulangerie-pâtisserie fait du snacking depuis toujours. En fait, la quiche et la pizza, c'est le bras armé de la boulangerie-pâtisserie. Elle l'a toujours proposé et c'est quelque chose qui est ancré dans ses habitudes. C'est l'évolution qui est intéressante avec l'émergence du sandwich. Le dernier sandwich traditionnel qui est mangé aujourd'hui en France est mangé en boulangerie-pâtisserie. Petit à petit, cette offre a évolué avec le nombre de boulangers qui se sont mis à le proposer. Et puis cette offre a évolué aussi avec le consommateur qui a réalisé qu'il pouvait acheter tous les midis un sandwich et une formule déjeuner en boulangerie. Quelles ont été en fait les grandes évolutions du métier de boulanger, on va dire, sur les 10 dernières années ? En fait, l'évolution principale, elle repose sur le snacking, sur cette opportunité justement de créer un nouveau statut au boulanger-pâtissier, de le faire passer du statut d'artisan au statut de boulanger businessman, boulanger entrepreneur. Que le boulanger puisse comprendre qu'il avait d'autres opportunités de business que de vendre du pain et trouver d'autres alternatives pour le proposer. Alors ça va de pair, évidemment, avec une évolution de la vente de pain, plus qualitative en boulangerie-pâtisserie, pour manger peut-être un petit peu moins de pain, mais du meilleur pain en boulangerie. Et puis ça va de pair aussi avec l'évolution du boulanger-pâtissier qui devient plus autodidacte, plus entrepreneur, et donc dans ce contexte qui devient moins artisan et plus concerné par des réalités comme le management des équipes, la gestion et l'optimisation du temps, la disposition et le merchandising au sein de sa boutique. Il faut se mettre à avoir plusieurs casquettes, quand même. Absolument. Ouais. On devient un nouveau boulanger, et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des néo-boulangers qui ne sont pas boulangers de formation, mais qui en revanche, ces néo-boulangers proposent en fait une nouvelle alternative boulangère. Et vous, Romuald, sur les 10 dernières années, comment avez-vous vu évoluer les besoins en cuisson en tant que spécialiste de la cuisson ? Alors déjà, on peut noter aussi un élargissement effectivement considérable de l'offre en boulangerie, dans toutes les boulangeries, qu'elles soient artisanales, urbaines, périurbaines ou rurales, mais également dans tout ce qui est chaîne de boulangerie de plus en plus présente en France, notamment chez des boulangeries Paul, Sophie ou Marie Blachère par exemple, avec une offre de snacking étendue, mais aussi également sur les marchés de grande surface, également, qui diversifient de plus en plus leurs produits. L'offre se tourne vraiment sur des produits cuits au four, donc à base de pâte levée,
ou feuilletés qui se sont considérablement étendus, effectivement. Alors il y a les pizzas, bien sûr, les pains buns pour les burgers, les donuts, les pains de mie. Il y a énormément de salé qui a été développé dans ces dernières années. C'est bon tout ça en plus. C'est pas mauvais, effectivement. Avec modération, toujours. Oui, toujours. Mais aussi sur la partie sucrée, parce que le snacking salé pousse aussi le sucré, notamment avec des muffins, des cakes, des cookies, des tartelettes, etc. Le succès aussi s'est développé en parallèle de la commande sur Internet. On a de plus en plus maintenant d'applications qui ont boosté en fait la vente directement en ligne par des applis. Je pense notamment aux grands groupes Uber Eats, enfin voilà, toutes ces grandes marques qu'on connaît tous. Et on note aussi un élargissement des instants de consommation. On était par le passé vraiment dans le petit déjeuner, notamment pour les viennoiseries, le déjeuner, parfois le dîner, mais maintenant on est aussi sur le brunch, on est aussi sur les after-work, des apéritifs. Je veux dire, sur tous les fronts. Hein. C'est sur tous les fronts. À 360 degrés. Ça s'est vraiment élargi. Donc voilà. Et après, c'est vrai que le Covid a aussi fait exploser la restauration très clairement en boulangerie, les instants de restauration en boulangerie. Ça, c'est évident. Bon, Armand, on pourrait peut-être demander à Samia ce qu'elle en pense. Est-ce que vous êtes d'accord, Samia, avec ça? Est-ce que les confinements ont fait bouger les lignes? Donc, je rappelle que vous êtes directrice marketing de la société qui organise le salon Sandwich et Snack Show, qui est certainement le plus réputé, le plus spécialisé dans le domaine de la restauration en boulangerie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Alors, je rejoins cette idée, déjà, que le snacking prend une part de plus en plus importante dans la boulangerie et que la boulangerie est devenue en quelques années l'un des plus gros acteurs, en tout cas, de la restauration rapide. Donc, pour ce qui est du snacking, par exemple, c'est non seulement déjà un moyen de développer son chiffre d'affaires en tant que boulanger, mais aussi d'améliorer sa marge brute sur l'ensemble de son offre. Et donc, qui dit plus de ventes, dit plus de marge, et donc c'est un très bon levier pour sortir la boulangerie de la crise. Donc ce qui est plus en détail en ce qui concerne la crise du Covid, il y a de nombreuses études aujourd'hui qui montrent que l'ouverture des commerces dits essentiels et donc pendant le confinement a profité à la boulangerie au détriment de la restauration qui est dite plus classique. Donc de nombreux boulangers n'ont pas hésité, ils se sont bougés, parfois étant les seuls commerces proposés dans les villes, dans les quartiers, dans les villages. Et donc, plus qu'essentiels, ils sont apparus vraiment comme des enseignes vitales, c'est-à-dire qu'en lien avec les Français, qui s'est renforcé en plus avec cette crise. Alors, ils ont trouvé une vraie place, en fait. Hein. Exactement. Oui. Et donc, après, il faut souligner aussi, plus en détail par rapport au snacking, que les grandes chaînes, pour ne pas les nommer, Marie Blachère, Micaline et autres, elles ont bousculé l'offre de snacking. Et aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, le snacking représente 40% de leur chiffre d'affaires. Donc tout le monde s'y engouffre, ça c'est réel, et ça apporte beaucoup de vitalité sur le marché. Mais vous disiez à l'instant, il y a beaucoup de boulangers qui se sont bougés. Moi, pour être consommateur, à titre personnel, presque quotidiennement, il m'a semblé aussi que ça passait par un agencement nouveau des boulangeries. On a l'impression que toutes ces cartes se sont redistribuées un peu quand même, hein ? Oui, en effet. Qui dit forcément développement de la restauration, c'est très logique en fait. C'est-à-dire que quand l'offre s'étend, la production en salé et en sucré gagne en importance. Et donc, il est naturel de voir proposer une consommation dite sur place, ce qui était moins le cas auparavant. Et donc, plutôt que d'aller dans du service à table traditionnel où on va assister plutôt à de la vente à emporter en comptoir et une mise à disposition de tables, de chaises pour permettre aux clients de se restaurer, manger sur le pouce. Comme on dit. Oui, mais c'est très sympa de pouvoir le faire comme ça. Exactement. Et ce qu'on voit émerger également au travers ces nouvelles dispositions, c'est que la zone de restauration dite sur le pouce devient de plus en plus confortable. On est sur vraiment des équipements beaucoup plus cosy. Et donc, le client, il est véritablement invité à faire une vraie pause, à se restaurer, que ce soit pour travailler, discuter, échanger. C'est devenu un véritable lieu de vie. Et ça, c'est un élément récent qu'on a identifié.
Nicolas, peut-être un petit mot en complément Oui, on retrouve bien cette réalité au travers de l'agencement. L'agencement, déjà, c'est un sujet extrêmement important en boulangerie-pâtisserie. Il suffit d'avoir vécu la dernière décennie pour voir comment les boulangeries se sont transformées au fil du temps. Mais derrière l'agencement, il y a un message. Le message qui est pertinent, c'est celui de dire « je propose quelque chose de nouveau ». Ouvrir une boulangerie avec des places assises, ça requiert finalement la possibilité de dire « j'ai une offre sandwich, viens acheter ton repas pour le midi, viens aussi pour une offre goûter, viens profiter d'une boisson chaude ». J'ai pléthore d'anecdotes dans le passé. On voyait que les boulangers faisaient des petits gestes dans leur petite boulangerie. Par exemple, ils mettaient une tasse vide avec une cuillère pour laisser imaginer et comprendre qu'il y avait la possibilité de prendre une boisson chaude. C'est pas bête, c'est pas bête, hein, oui. Sur le sens, mais parce que l'espace ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, les boulangeries sont totalement configurées dans des nouveaux lieux de vie, des nouveaux espaces dans lesquels, effectivement, les produits débordent. Parce que ce qu'on souhaite en France, et c'est pas le cas dans tous les autres pays, ce qu'on souhaite en France, c'est rentrer dans une boulangerie et voir des produits qui débordent, la pléthore de produits qui sont disponibles pour pouvoir se faire plaisir et choisir à la volonté, parce que c'est un choix d'impulsion en boulangerie. Bien, alors je crois qu'on a bien fait le tour là déjà de l'historique de notre sujet. Peut-être serait-il temps d'entrer maintenant dans la réalité, la restauration boulangère aujourd'hui. Nouvelle partie. L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Après le passé, le présent, je vous le disais. Alors, est-ce que, Nicolas, est-ce qu'on a déjà des chiffres qui nous donnent une tendance sur ce qui se passe, sur ce qu'attendent les consommateurs en termes de restauration rapide? On a des éléments déjà tangibles? Alors, on a un premier élément tangible qui est d'ailleurs très parlant et qui ne parle pas de la boulangerie-pâtisserie, qui parle de la restauration rapide. En 20 ans, la restauration rapide a presque doublé en termes de quantité, de nombre d'établissements. Ah oui. Et puis, effectivement, on voit l'émergence d'un certain nombre de produits comme le burger, qui est devenu un burger gourmet, qui fait partie des produits préférés, mais le sandwich reste quand même encore en tête de liste, derrière le burger, derrière la pizza, derrière le kebab, qui a pris la place du sushi en termes de ranking. C'est assez intéressant. Et puis derrière, plein de nouvelles propositions asiatiques, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est friand dans la restauration rapide de découverte, d'exotisme. Il cherche quelque chose d'un peu plus piquant pour lui donner envie de temps en temps. Bon, on a bien ces blockbusters qui sont là, ces produits top dans lesquels effectivement le sandwich est extrêmement présent. Ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux. Oui. Et on voit bien, à partir de là, quand on parle de sandwich, on parle automatiquement de boulangerie-pâtisserie, puisque, évidemment, le sandwich se retrouve principalement au sein de cet univers. Donc, une première réalité. Après, il y a des produits qui viennent se greffer, qui ont une tendance plus healthy, par exemple, comme la salade, qui est extrêmement présente, et le boulanger-pâtissier se positionne aussi sur la salade. Donc, il y a bien cette dynamique de transformation avec un consommateur qui veut manger vite, mais qui veut manger avec un niveau de qualité qui n'a jamais été égalé jusqu'alors. On a une vraie demande de premiumisation de l'offre. Et le boulanger-pâtissier l'a très bien compris. Alors, effectivement, avec un pain de qualité, il répond déjà à un certain nombre d'attentes du consommateur, mais après, avec un pain qui a une histoire, avec de l'authenticité sur ses produits, avec de l'origine aussi. On voit bien la logique locale dans laquelle le boulanger peut s'ancrer, en particulier en province. Il y a plein de choses à dire. Et puis, effectivement, avec une évolution au milieu de tout ça, le boulanger-pâtissier l'a compris. Et dans cette évolution, le snacking a pris une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, c'est 16% du chiffre d'affaires du boulanger-pâtissier. Comme l'a dit Samia, il y a des points de vente dans lesquels ça représente 40% du chiffre, mais la moyenne nationale se situe autour de 16% du chiffre. C'est grosso modo, pour être très concret, 70 000 € de chiffre d'affaires par an dans une boulangerie-pâtisserie. Et c'est pas mal déjà. C'est pas mal, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce chiffre a presque doublé en l'espace de 20 ans. Donc, et même augmenté de 50% en l'espace de 10 ans. Ça veut dire 95% des boulangeries-pâtisseries qui proposent une offre de snacking développée, donc presque 100%. Les autres sont des spécialistes du pain ou des spécialistes de la pâtisserie dans un autre univers. Et puis ça veut dire aussi effectivement une émergence de cette marge qui progresse au fil du temps, donc des nouveaux métiers, une nouvelle démarche qui s'impose aux boulangers-pâtissiers aujourd'hui. Et en fait, le socle de la restauration en boulangerie, c'est vraiment la pâte à base de farine de blé, pâte à pain, pâte levée, pâte feuilletée, pâte sucrée, pâte brisée, pâte briochée, pâte sablée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme pâte? C'est la liste est longue finalement quand on y réfléchit. Et en fait, c'est une très bonne base qui assure le succès en boulangerie. En restant sur ces produits, en fait, le boulanger reste dans son expertise. Il reste aussi un peu dans sa zone de confort, là où il est à l'aise. C'est le roi de la pâte, en fait.
C'est des bonnes pâtes, les boulangers en général. Voilà, aussi. Oui. Mais les consommateurs, en fait, attendent de lui aussi qu'il prenne un peu des risques, qu'il sorte un peu de son univers de prédilection. Vous êtes d'accord, Nicolas, avec ça? Oui, tout à fait. Alors bon, effectivement, le produit panifié est très présent et il y a déjà une logique de différenciation sur ce produit panifié puisque le boulanger travaille de plus en plus de farines différentes et on le retrouve d'ailleurs au travers des pains spéciaux. On voit des pains assez excitants comme le pain nordique qu'on peut retrouver dans certaines boulangeries-pâtisseries ou des pains avec des inclusions. Et ça, déjà, ça nous donne un premier niveau. Maintenant, le boulanger, effectivement, doit sortir de sa zone de confort. Il ne peut pas en rester là, il ne peut pas rester uniquement sur le sandwich parce que au milieu de tout ça, il y a les attentes des consommateurs qui bougent. Et le jambon beurre, qui était aujourd'hui au top, petit à petit baisse au profit d'autres types de recettes. Demain, est-ce que le sandwich va être revu? Et ça se voit, puisque déjà le boulanger-pâtissier sur des recettes de sandwich à base de pains différents. Vous voyez, on a très, très souvent vu le pain nordique, notamment. On a souvent vu le wrap qui se développe petit à petit. Mais il faut aller plus loin. Alors, On a envie de varier, cela dit, c'est normal. Hein. C'est logique. Et puis, à un moment donné, il faut tester des choses. Le propre du boulanger entrepreneur, c'est de prendre des risques et de chercher d'autres solutions. Et dans cette logique-là, effectivement, la salade est le premier niveau, le premier stage, le premier stade. Et puis après, vient se greffer des produits différenciants. On a potentiellement des plats chauds qui peuvent venir se proposer. On a potentiellement une activité de traiteur qui va se développer au fil du temps. Et pas une activité de traiteur version boucher-charcutier, mais plutôt une activité de traiteur qui va être à destination des entreprises de proximité pour pouvoir proposer une solution nouvelle. Il y a plein d'alternatives. La seule logique là-dedans, c'est de se dire qu'on doit rester cohérent dans son offre. On verra jamais un boboon dans une boulangerie-pâtisserie. Oui. Et c'est assez logique puisqu'il faut quand même rester dans une dynamique proche. Par contre, on voit très régulièrement du burger, on voit très régulièrement de la pâtisserie américaine qui vient se greffer au fil du temps, du cookies, du donuts, du muffin. Là, on reste quand même dans une logique de cohérence. Donc, cohérence, recherche en même temps de singularité, de différenciation, conserver quand même son esprit de signature, parce qu'un boulanger-pâtissier artisan, il a quand même une signature d'artisan, donc il faut quand même qu'il garde des nouveautés qui lui correspondent. Et puis, au milieu de tout ça, effectivement, sortir de cette panification pour aller demain vers un snacking du soir qui n'est pas encore très développé en boulangerie-pâtisserie, mais qui a énormément de potentiel. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois depuis 15 ans, donc je me dis qu'à un moment donné, ça va arriver, quoi. Samia, peut-être vous voulez compléter sur cette question? Alors oui, je rejoins Nicolas, c'est-à-dire qu'il est clair que l'offre aujourd'hui est de plus en plus cuisinée chez les boulangers. Pardon, même parfois beaucoup plus qualitative dans les ingrédients utilisés. J'en veux pour exemple, si on reste sur l'univers du sucré, on va voir par exemple des pâtisseries dites classiques. J'en veux pour exemple l'éclair, le millefeuille, etc., le flan, miam miam, qui vont avoir un petit plus, c'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup plus sur l'ingrédient, en y apportant vraiment un ingrédient supplémentaire dit plus premium, par exemple du chocolat d'origine, on va jouer sur la pistache d'Iran et autres. L'éclair à la pistache, Samia. Exactement. Ça c'est trop bon, l'éclair à la pistache. Il y en a juste à côté d'ici à RTL, là ils sont divins. Exactement, et donc on va jouer sur cet ingrédient de qualité qui va intervenir et apporter en fait une curiosité déjà auprès du consommateur et passer le produit sur une gamme premium. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la qualité gustative et la fraîcheur des produits vont faire une nette différence sur le prix et sur l'attractivité du produit. Et donc au-delà de ces produits à base de farine de blé par exemple, le boulanger il va être attendu sur les attentes en termes de régime alimentaire. Bien sûr. On a beaucoup d'intolérance, aussi de régime volontaire, une non-envie de manger, d'avoir une hygiène végane ou des choses de ce type-là. Et donc, le boulanger va devoir apporter une solution beaucoup plus saine et proposer des produits en adéquation avec les attentes du consommateur. Et donc, toutes ces attentes représentent véritablement des défis pour le boulanger. Et la pâtisserie est hyper attractive. Et comme le disait Nicolas, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'imaginations. Le pâtissier est très imaginatif sur ces sujets. En fait, le snacking en boulangerie tend à être hyper créatif. Et Samia, est-ce que vous voyez quand même un risque de dispersion au fournil derrière pour le boulanger ? Alors,
oui, je pense que vous avez raison, Armand, de le dire. Hein. Il est vrai que les recettes qui vont être trop compliquées, avec des ingrédients chers, difficiles d'accès, du coup, ça peut impliquer des pertes de rentabilité. Donc ça, il faut que le professionnel en boulangerie soit très vigilant sur le sujet. Donc l'offre doit non seulement être impactante, j'ai envie de dire, commercialement, mais aussi rentable. C'est une réalité. Donc dans cette recherche d'organisation pérenne de rentabilité, il faut aussi qu'on va voir les boulangeries ou les pâtisseries qui vont se spécialiser, qui vont énormément se spécialiser dans cette fameuse offre végétarienne. On va le voir, hein, des boulangeries très spécialisées. On va retrouver du sans gluten, du sans lactose, sans sucre, avec des propositions vraiment haut de gamme. Il faut bien avoir conscience aussi que la progression du snacking, ça s'inscrit aussi dans la recherche donc, de rentabilité, qui est devenue prioritaire hein, pour les boulangers, voire même vitale hein, pour certains d'entre eux. Donc le coût des matières premières, l'énergie, le travail va pousser l'artisan sur des défis qui sont très 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 inédits. Et donc la question à se poser, c'est: faut-il augmenter ses prix? Faut-il réduire sa marge brute? C'est un vrai travail d'équilibriste pour le boulanger. Et donc, les scénarios vont diverger, ça c'est clair, selon la situation déjà commerciale du point de vente. Mais le gros défi, c'est bien celui de conserver sa clientèle, car un client qui est perdu est difficile à reconquérir. Donc, c'est le vrai enjeu du boulanger. Donc, oui, mais en revanche, quand on aime, on est fidèle, hein. Exactement. Ah, quand on aime, on est fidèle y reste. Et on augmente son panier d'achat. Donc, exactement. Donc c'est un vrai défi pour le boulanger. Donc, il est toujours possible, je pense, d'augmenter le prix de certains produits emblématiques. Par contre, avec la restauration, on peut travailler différemment parce que justement, le consommateur n'a pas de repère, j'ai envie de dire. Et donc, à part être sur le sandwich ou la quiche, avec le snacking, on peut attirer un nouveau trafic en magasin. Et donc, sur des nouveaux horaires. On parlait d'augmentation de moments et donc de rencontres du boulanger. Et ça, c'est réel. Et donc, avec une solution en plus digitale, on a le click and collect, hein, le fait de commander en digital bien et venir récupérer son produit en magasin, qui est très pratique et très utilisé. Et aujourd'hui, ça fait partie des usages des usages, hein, j'ai envie de dire. Donc, on étend l'influence du commerce physique, qui reste un passage obligatoire. Rencontrer le boulanger, ça reste quand même quelque chose, un geste important, capital. La boulangère aussi. Exactement. Hein, très sympa, le sourire de la boulangère. Et donc, justement, la force de l'artisan, c'est aussi sa relation commerçante au quotidien. Ça fait partie du dispositif. Très bien. Alors Samia, j'ai bien noté le défi de la rentabilité dont vous parliez, mais quand même au vu de tout ça, il me semble que le thème important, là, c'est cette espèce de fusion qui est en train de se faire, je ne sais pas si le mot est exact, hein, entre l'univers boulanger et l'univers de la restauration. Et je me demandais, Romuald, si dans le cadre de votre clientèle, vous avez aussi de plus en plus de boulangers-restaurateurs, on peut dire ça? Complètement. En fait, faut savoir que nous, les utilisateurs historiques de nos fours restent les artisans boulangers, très clairement, mais nos produits sont commercialisés au travers d'un réseau de partenaires, réseau de distributeurs, d'installateurs. Et c'est vrai que historiquement, ils sont très tournés vers la boulangerie, mais de plus en plus, en fait, nos partenaires commencent les frontières sont en train de se flouter un peu plus entre l'artisanat boulanger et la restauration. Nos distributeurs ont tendance à se tourner un peu plus vers la restauration pour ceux qui sont historiquement en boulangerie, et l'inverse est aussi le cas. Donc surtout que c'est un signe de l'évolution, c'est-à-dire au travers de nos partenaires, on voit bien l'évolution du marché. Oui, oui. Et voilà, les frontières sont vraiment en train de se flouter complètement. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que nos distributeurs font remonter ces informations de nos clients finaux, et clairement ils s'orientent, comme vous disiez, vers la restauration rapide de plus en plus, et avec des produits variés qu'on peut cuire au four, mais aussi gratiner, qu'on peut manger facilement et rapidement. Ça, c'est clair, c'est une tendance qui est nette depuis plusieurs années. Après, il y a une frontière quand même, parce que même si on peut faire évoluer son offre jusqu'à une restauration plus élaborée, il y a quand même, attention, il y a quand même une frontière entre les deux. La frontière se situe à la restauration, on va dire gastronomique, bistronomique. Dès qu'on a un service
à l'assiette, qu'on commence à avoir des produits plus variés, de la viande, des plats en sauce ou ce genre de choses. Voilà, le travail se complique, notamment. Ça devient un autre univers. C'est un autre univers, ne serait-ce que par rapport aux matières utilisées, les matières premières, des réglementations aussi, le recrutement du personnel qui n'est plus le même. Donc on n'est plus vraiment dans le même monde aussi. Oui, bien sûr. L'offre de produits évolue en termes de technique culinaire, de raffinement, d'ingrédients un peu spécialisés, mais l'offre de services évolue aussi, que ce soit sur les éléments qui vont accompagner la consommation, voilà, le jetable, on va dire, les couverts, les emballages, les conditionnements, donc toujours moins de plastique, toujours plus de matériaux écologiques, recyclables. Et que ce soit aussi sur l'agencement en fait du magasin. Nicolas, quelles sont pour vous en fait les grandes tendances actuelles qui vont concerner l'espace de vente et de restauration du coup? Enfin, qui concernent actuellement et qui sont totalement d'actualité. On a noté ce terme de merchandising. Alors, c'est pas un vilain mot, c'est juste finalement la possibilité de discuter et de revoir la disposition des produits et le parcours client. Les enseignes de boulangerie-pâtisserie qui se sont développées il y a ces 15 dernières années ont complètement compris ce concept. L'idée de mettre en valeur les produits en les starisant dans la disposition, dans la luminosité qu'on va mettre c'est incroyable, mais la lumière joue un rôle fondamental là-dessus. Dans la capacité aussi de voir que si on dispose ces produits d'une certaine façon et que le lendemain on change complètement la disposition, les ventes ne sont pas les mêmes. Donc il y a une perspective de disposition et de choix dans les produits, parce que nous en tant que consommateurs on est quand même relativement aveugles. Vous pouvez rentrer dans une boulangerie, vous poser la question de vous dire est-ce qu'il y a une offre formule déjeuner, ça peut être écrit partout, mais vous allez quand même poser la question à la vendeuse est-ce qu'il y a une formule déjeuner. Donc en fait cette prérogative est de se dire il faut accompagner le geste du consommateur pour le pousser à consommer plus et pour premiumiser. L'agencement joue un rôle fondamental là-dessus. Maintenant, au-delà de cela, la boulangerie doit se transformer et devenir une espèce d'agora dans lequel on a l'habitude d'aller pour toutes les raisons, tous les instants possibles et pour tous les produits. Un peu comme on allait chez son pharmacien un peu plus jeune, enfin il y a quelques dizaines d'années, dans lequel on venait poser des questions à son pharmacien pour toute raison particulière. Là, c'est le même principe. Je rentre dans la boulangerie pour toutes les raisons possibles, pour prendre un goûter, pour prendre un déjeuner, pour peut-être prendre mes plats pour rentrer à la maison au-delà de mon pain. Et puis aussi, je rentre dans la boulangerie pour prendre une boisson chaude. Et là, on rentre dans un terme un peu barbare, qui n'existe pas, qui s'appelle la coffee shopisation de l'espace. Redites-moi ça. Là. Je me suis entraîné pour non, parce que c'était bien, mais on va voir si vous savez le faire une deuxième fois. Ça va être plus compliqué. La coffee shopisation de l'espace. Transformer l'espace boulangerie en coffee shop. Transformer l'espace boulangerie en un Starbucks ou un Columbus Café pour pouvoir donner l'idée, en fait, aux consommateurs de se dire, je peux rentrer dans ma boulangerie et je peux y rester. Voilà, vous avez le meuble de Starbucks, il est déjà... Regardez, vous voyez, ça va pas chercher loin. Moi, j'ai mon mug Starbucks. Il est là. Et il y aura bientôt des mugs de boulanger-pâtissier, puisque potentiellement, le boulanger-pâtissier va devenir expert dans sa proposition de boissons chaudes, proposer des boissons gourmandes, différentes, du cappuccino, du mochaccino. Ça veut donc dire qu'effectivement, la boulangerie peut devenir un espace de vie, comme un espace de coworking, comme un espace de proposition, de réunion pour les consommateurs. Je me suis déplacé il n'y a pas très longtemps au Danemark. J'ai vu qu'à Copenhague, les gens font leur réunion dans leur boulangerie-pâtisserie. Donc en fait, il n'y a plus de limite à l'espace, il n'y a plus de limite à la frontière. C'est au boulanger de décider comment est-ce qu'il veut la configurer et quel niveau de diversification il veut apporter. On peut même citer en zone rurale aussi, il y a des lieux de vie où il y a plusieurs services qui sont proposés, des journaux, c'est vraiment le lieu de rencontre local qui reste très important. Tout à fait, et même, on peut même rajouter à cela le fait que les zones rurales ont été un petit peu désertées par la boulangerie-pâtisserie qui a fermé ses boutiques à plein d'endroits puisqu'il y avait moins de demandes de pain, mais il y a aujourd'hui plein de solutions de distribution de pain, des distributeurs automatiques de pain qui viennent apporter aussi la compensation. Donc c'est accessible sous toutes ses formes et la boulangerie pâtisserie a vocation à rester mais à se transformer. Et vous, Romuald, du coup, est-ce que vous voyez chez Refour des évolutions sur le magasin, sur cet espace client ? Oui, très clairement. Alors, il y a deux choses. On voit bien, en fait, on constate l'augmentation de la surface de vente, très clairement, dédiée plutôt à la restauration, parce que c'est stratégique, effectivement, pour les boulangers, comme on l'indiquait. Ça peut être parfois au détriment du fournil. Donc, le fournil a tendance aussi à gagner en ergonomie de travail et en productivité, et voilà, avec des outils plus compacts. La seconde, c'est que le magasin s'équipe désormais de plus petits fours, des petits fours ventilés pour réchauffer des produits de snacking, particulièrement, quoi.
Et vous, Samia, est-ce que vous avez peut-être des choses à dire sur l'évolution du magasin ? Alors déjà pour l'exploitation intérieure des locaux, je rejoins effectivement les propos de Romuald et de Nicolas, du fait que effectivement la tendance du coffee shop émerge et s'accélère, et donc et c'est poussé par les leaders du marché, Vincent, vous l'évoquiez. Ça se démocratise de plus en plus, on a même des créations qui sont hyper intéressantes avec l'art du barista, comme on l'appelle cela. Oui. Mais pour aller plus loin, il y a aussi l'aménagement extérieur. Je parlais tout à l'heure de la boulangerie qui devient un lieu de vie, et justement c'est une opportunité aussi qui a été prise par les boulangeries dans l'exploitation, qui gagne de plus en plus d'importance, c'est-à-dire que les boulangeries vont s'étendre sur la rue ou un espace privé avec quelques tables ou une véritable terrasse. Et donc avec l'arrivée des beaux jours, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour les boulangeries, et c'est une occasion de développer du snacking, de continuer à prolonger la durée de restauration du boulanger, qui va proposer d'autres offres de snacking. J'en veux pour exemple des boissons, on parlait des boissons chaudes et des boissons froides, mais aussi de la glace, du snacking sucré comme les gaufres, les crêpes, les donuts, les beignets, etc. etc. Et alors, pour peu que la boulangerie soit plein sud, avec la terrasse au bon endroit, en face du soleil, moi j'ai ça dans le midi, on a juste envie, après avoir acheté du pain, de se prendre un petit café en plus, de rester là. C'est très important, très très important. Alors, on vient beaucoup de parler là à l'instant de cette boulangerie lieu social. Évidemment, ça ne passe pas sans quelques bousculades pour le propriétaire, et c'est justement le thème que nous allons aborder maintenant. L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Je suis en train de réaliser que je ne sais pas à quelle heure il est quand vous êtes en train là de nous regarder ou de nous écouter, mais c'est quand même une émission qui donne faim aujourd'hui, qui donne envie de boire un petit quelque chose, de manger quelque chose. Et justement, grâce à ce lieu social que peut de plus en plus devenir la boulangerie. Alors, il peut y avoir aussi le revers de la médaille, ça veut dire que tout ça bouscule forcément les habitudes du boulanger. C'est peut-être le thème dont nous pourrions parler maintenant, Nicolas. Alors oui, il est certain que de toutes les façons, on bouscule complètement le parcours et les habitudes d'un boulanger-pâtissier classique. Mais cette bousculade, elle a déjà commencé il y a une bonne dizaine d'années quand le snacking s'est mis à émerger. Maintenant, effectivement, si je me lance dans plus de restauration, j'ai quand même des règles de restauration à respecter. La première règle, c'est la règle de culinarité. Il faut que j'apprenne en fait à maîtriser le produit, avoir du savoir-faire, développer une qualité spécifique sur le produit, avoir de la créativité, puis pouvoir partager aussi cette connaissance à destination de l'ensemble de mon staff. C'est compliqué. Donc, il faut maîtriser la culinarité. Qui dit maîtriser la culinarité dit maîtriser les gestes de la restauration. Ça va imposer demain à un boulanger de recruter non pas un boulanger, mais de recruter potentiellement un commis de restauration, ou voire un sous-chef demain qui travaille dans la restauration rapide et qui peut ensuite développer des recettes. C'est beaucoup de changements. Et puis à cela, s'ajoute aussi finalement la maîtrise du parcours client qu'on a évoqué, mais également toute la logique liée à la réglementation. Il y a une réglementation sur l'hygiène qui est forte, qu'il faut maîtriser. Donc ça aussi, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et bien entendu, le sujet le plus important, qui est crucial aussi à l'heure où on a du mal à recruter, alors qu'il y a des gens qui cherchent du travail, finalement on a du mal à recruter en boulangerie, pâtisserie, en restauration. Finalement, embarquer ce que les Américains appellent onboarder, embarquer ces équipes dans cette nouvelle réalité et peut-être même les impliquer au point de leur donner envie de s'impliquer aussi. Ça peut être une nouvelle motivation quand même. Totalement, absolument. Et du coup, dans cette transformation ou cet élargissement de compétences du métier de boulanger, quels sont les défis ? Est-ce que vous pointez des choses, Nicolas ? Là, ça impose aussi à certaines institutions de remettre en question leur modèle, ou plutôt d'ajouter des modules dans les modèles qui sont prévus. Le premier exemple, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, quand je suis une éducation boulangère, il faut automatiquement intégrer le snacking et ses nouvelles réalités, et également le merchandising, comment vous devez bien apprendre à disposer vos produits. C'est des nouvelles règles qui sont un peu compliquées, mais qui imposent dès les premiers enseignements de la boulangerie, dès mon CAP boulanger, d'avoir ça en compte. Et en plus, pour finir, ça finirait par divertir un petit peu les étudiants pour leur donner encore plus envie, leur montrer qu'il y a d'autres prérogatives au-delà de la prérogative boulangère. Et puis à cela s'ajoute en fait un métier qui est complètement en train de bouger. Quand le métier est en train de bouger, il faut finalement dire à l'apprenant, il faut lui dire écoute, voilà, tu as plusieurs directions, choisis les directions qui t'intéressent le plus, prends les orientations qui te semblent le plus pertinentes, et puis après finalement, si j'ai un CAP boulanger, il faut qu'il y ait des modules dédiés à la restauration. Il faut apprendre à n'importe quel boulanger à mieux cuisiner. Et ce qui est intéressant, pour terminer, c'est que c'est l'autodidacte, le boulanger qui n'était pas boulanger
boulanger de formation qui a mis à disposition toutes ces réalités dans les boulangeries. Ils représentent environ 15% du parc des boulangers aujourd'hui. Mais les autodidactes, dès qu'ils recrutent, ils cherchent des employés ou ils cherchent du staff qui est complètement connecté avec ces nouvelles réalités. Donc, il y a des mutations, il y a des changements à prévoir. Il y a évidemment des lacunes, ou plutôt des améliorations de compétences à prévoir. Et vous, Samia, du coup, est-ce que le manque de compétences peut gêner en fait le développement du snacking en boulangerie ? Alors, selon moi, c'est assez mineur parce que le véritable défi du boulanger, qui est aussi, il ne faut pas l'oublier, un chef d'entreprise et un artisan, c'est vraiment le défi du recrutement et de la fidélisation des salariés, qui sont pour lui de gros sujets. Et on l'entend, c'est vraiment un vrai sujet. Il vaut mieux savoir s'adapter, là, quand même. Exactement. Et donc, il a la chance d'exercer dans un commerce qui, selon moi, fait partie du patrimoine français. C'est vraiment l'artisan boulanger, il est partie prenante et il a une empreinte indélébile dans le patrimoine français. C'est un secteur qui, bien que challengé et très bousculé, qui reste porteur et dynamique, on l'a évoqué tout à l'heure. Par contre, il doit garder son âme d'artisan. Je reviens sur le terme artisan. C'est important, vous avez raison. Qui est important et qui est aussi, je pense, sa meilleure assurance vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le fabriqué maison, le respect des produits traditionnels, les circuits courts sont très importants, très demandés du consommateur, déjà d'une part. C'est une authenticité qui a vraiment une forte valeur, qui est connue et reconnue aussi bien en France qu'à l'international. On en oublierait presque, mais la baguette, le croissant, aujourd'hui, vous allez partout dans le monde, ça reste une image, en tout cas, ancrée de la France. Donc, c'est très important. Et donc, la boulangerie aussi est devenue encore plus l'âme du quartier, d'un village. Et donc, il faut que la formation et la fidélisation des nouvelles recrues qui rentrent en boulangerie soit importante si on veut se démarquer. Parce que justement, qui dit fidélisation des clients et recrutement de nouveaux clients, dit démarcation en termes d'offres. Et donc, aujourd'hui, la restauration healthy, la pizza italienne, la pâtisserie végétale sont des approches hyper techniques qui nécessitent un vrai savoir-faire. Et donc, cela s'apprend. Ah oui, et ça fait beaucoup de choses finalement, mais beaucoup de choses motivantes, intéressantes. Et je me disais justement, Nicolas, qu'est-ce qui peut globalement inciter l'artisan, comme vous le disiez, Samia, boulanger, à aller vers ces nouveaux domaines de compétences et les développer ? Alors, ça passe déjà dans un premier temps par une revalorisation du métier. C'est une nécessité parce que c'est vrai que ça fait pas rêver, en particulier toutes ces nouvelles générations qui n'ont pas tellement envie de s'investir dans quoi que ce soit. Il faut leur donner envie, en fait. Et pour leur donner envie, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pas mal d'émissions de télé qui revalorisent déjà la mission du boulanger-pâtissier. Là, sur M6, on est assez bon dans ce domaine. Vous avez remarqué quand même. On est au bon endroit. Pâtisserie, boulangerie, dans l'ensemble, on est un peu sur tous les fronts. C'est bien, puis on m'a pas sifflé la réponse, donc du coup, il n'y a pas de problème. Mais en l'occurrence, à cela s'ajoutent aussi les confédérations qui mettent bien en avant cette réalité du boulanger-pâtissier, puis aussi ce métier qui devient beaucoup plus développé, dans lequel un autodidacte avec une petite formation peut rejoindre l'univers. Donc il y a cette première réalité, la revalorisation du métier. La deuxième, c'est de faire rêver au travers de l'hybridation de l'univers. On n'est plus tout à fait dans une boulangerie-pâtisserie. Il y a des boulangeries qui aujourd'hui sème la confusion, et cette confusion permet d'appliquer des prix qui sont quand même beaucoup plus attractifs et beaucoup plus intéressants, avec des marges significatives. Pour résumer, dans une boulangerie classique, je vais payer mon cookie 2 €. Dans une boulangerie qui fait un peu plus boulangerie-restauration, je peux même le pousser jusqu'à 4 €. Donc, il y a une opportunité quand même au travers de cette hybridation qui a beaucoup de sens et qui peut donner envie. Et puis pour terminer, effectivement, cette hybridation, elle vient se greffer aussi avec la notion de se dire, je vais créer un nouveau type de point de vente, un point de vente de restauration boulangère, dans lequel, comme à la Fnac, j'ai envie de rester me mettre à 2 h de l'après-midi, puis de rester jusqu'à 5 h, sans raison particulière, et en prenant 2 ou 3 produits. Il faut accepter le concept, mais aussi il faut accepter cette transformation. Ça fait beaucoup de changements. Romuald, pour rebondir, en fait, comment les fabricants d'équipements tels que vous pouvez accompagner les professionnels dans leur mutation? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Comment vous faites? Bien sûr, en fait, avec l'offre, avec l'élargissement de l'offre pour le snacking, le boulanger a besoin de polyvalence. Et très clairement, en fait, il faut lui simplifier aussi le process. Donc à aujourd'hui, chez Eurofour, on a développé
plusieurs fonctionnalités sur nos fours. Je pense notamment à la fonctionnalité, par exemple, d'intégration de recettes pour simplifier l'utilisation. On est aussi sur des fonctions parfois de stop odeur entre deux cuissons. On peut également en fin de journée lancer un cycle programmable de nettoyage. Donc les fours se nettoient automatiquement. Donc c'est vrai que tout ça, c'est aussi donner de l'ergonomie. Ça passe aussi par une platine qui est beaucoup plus intuitive, une platine tactile. Maintenant, on est beaucoup là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une ergonomie qu'on doit donner dans l'utilisation du four, très clairement. Après, c'est vrai que voilà, il faut être plus productif, il faut suivre ça aussi, il faut être plus compact, comme on disait tout à l'heure, par rapport aussi aux tailles réservées au matériel en boulangerie. Donc voilà, il faut cuire beaucoup de choses. C'est vrai que maintenant c'est très varié au niveau des cuissons. Les choses bougent, il y a des cuissons totalement différentes, et notamment justement sur des fours, comme on avait par le passé des fours à sol avec 3 ou 4 niveaux par exemple. À côté, on a toujours, et maintenant de plus en plus, et depuis quelques années, un four ventilé pour la viennoiserie justement, pour la pâtisserie, pour le snacking, qu'il soit salé ou sucré. C'est une configuration qui optimise aussi les consommations énergétiques, très clairement, parce que l'artisan est un entrepreneur, il est en quête de qualité, de productivité et de rentabilité, forcément. Et il faut savoir que la rentabilité en production, elle passe aussi par une mise en chauffe rapide du four, qui est plus économique, une cuisson qui est plus qualitative également, quoi. Oui, il faut gagner sur tous les tableaux en fait. Et bien sûr, Armand. En fait, le four ventilé gagne en importance parce que en fait, dans la restauration contemporaine, on trouve de plus en plus de pain moelleux. Du moelleux, c'est très tendance. Le pain de mie, par exemple, fait une percée en artisanat. Ça vient du secteur industriel, tout comme les buns à burger, on en parlait tout à l'heure, les donuts, les bagels, les baguettes moelleuses à sandwich. Voilà, il y a le moelleux sur les visuels, c'est du moelleux. Voilà. Et en fait, les grandes enseignes de restauration rapide et même les marques industrielles influencent l'artisanat. Donc il y a des passerelles dans tous les sens. C'est assez intéressant en fait. Et on voit aussi des influences étrangères qui sont aussi très présentes. Voilà, le kebab, les tacos. Vous êtes d'accord avec ça, Romuald ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on parlait de démocratisation des fours ventilés en artisanat. C'est un phénomène qu'on connaît bien chez Eurofour. Alors ce développement, cet incroyable développement, il est surtout lié par la profusion des besoins, effectivement. Profusion des besoins de cuisson différentes en boulangerie. La gamme de pain moelleux, effectivement, qui se cuit souvent dans des moules ou sur des supports, des plaques. Et c'est vrai que notre four nous excelle dans cette cuisson, dans ce domaine. Et le gros avantage, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est important aujourd'hui la consommation énergétique, l'avantage du four ventilé reste qu'il préchauffe très vite par rapport à un gros four, effectivement un gros four à sol. Il est prêt à cuire en quelques minutes, quoi. Ça permet une certaine souplesse, une réactivité dans la production. Et voilà, à l'heure actuelle où on surveille tous à un titre privé, mais également les artisans surveillent le prix de l'électricité, c'est une solution en fait, c'est une vraie solution pour baisser ces charges énergétiques. Bien. Alors, il s'est dit là beaucoup de choses sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, et peut-être qu'à partir de maintenant, on peut s'adresser au futur. En effet, la boulangerie du futur, c'est cette dernière partie que nous allons aborder tous ensemble maintenant. L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain. Armand, je dis pas de bêtises, il y a quand même 2 mots qui ont été très importants dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est 1, la pertinence, 2, la rentabilité, c'est vrai, mais il y a maintenant la projection dans l'avenir. Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a retracé les grandes lignes du passé, les grandes tendances actuelles qui bousculent le marché. Maintenant, on peut peut-être se projeter sur le futur. On a dit que les produits en boulangerie, voilà, étaient plus techniques, plus travaillés, plus cuisinés, plus créatifs. La question qu'on peut se poser, est-ce que la boulangerie va phagocyter la restauration rapide et même la restauration à table ? Romuald, vous en pensez quoi ? Alors, chez Eurofour, on n'a pas cette vision, parce que c'est vrai que autant le boulanger a une vraie carte à jouer en restauration rapide, et il a une vraie crédibilité sur le snacking, snacking à base de pain,
autant l'univers de la restauration traditionnelle, avec un service à table, ça peut être un piège également, à moins bien sûr que l'artisan soit lui-même cuisinier et soit passionné par ça, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Oui, mais comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a des frontières à pas dépasser. C'est exactement ça. Attention, oui. Attention. Samira, qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon. Alors, je suis d'accord. Hein. Globalement, l'univers du service à table ou de la restauration collective, j'ai envie de dire, c'est pas forcément, je pense, un créneau porteur pour le boulanger. Peut-être qu'on y viendra. Je suis pas devin, mais en tout cas, je n'y crois pas au jour d'aujourd'hui. Bon. Mais pour l'heure, il a déjà, je pense, beaucoup à faire. Déjà, en particulier sur l'offre de boissons chaudes, ou la restauration assise sur place, ou même sur le travail sur la qualité de son offre. Le défi du boulanger concerne surtout la rationalisation, je pense, de sa production. Pour gagner en rentabilité et en qualité, ça reste prioritaire. Donc, il est invité à maîtriser ses achats, ses stocks, ses procédés, on parlait tout à l'heure, son recrutement, sa consommation d'énergie, ses marges de production. Pardon. Respirez, Samir, ça va. Merci. Bref, de grands défis se posent pour lui. Donc, c'est sûrement des paramètres hyper importants quand même. Ce sont des attentions de tous les jours, hein, ça. Exactement. Donc, par contre, on peut dire sans se tromper que la restauration en boulangerie, ça sera créatif, avec toujours plus de goût, de qualité et un mode de consommation très passe-partout. Donc, pour évoluer, le boulanger aura tout intérêt, je pense, à élargir et consolider son offre de base. Rester vraiment sur les fondamentaux. Il peut aller sur des propositions, on parlait tout à l'heure, sans blé, sans gluten, avec du gluten, sans gluten, voilà, lactose et pour autres. Pour les végétariens, voilà, etc. Oui. Mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et c'est une grande tendance. Donc ça va être ses plus gros défis, je pense. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Armand ? Quelques précisions un peu techniques, parce qu'il y a quand même pas mal de boulangers qui vont nous écouter. Quand on empiète en fait dans le champ de la restauration collective, qu'elle soit gastronomique ou bistronomique, voilà, un peu plus simple, on met quand même le doigt dans un tout autre univers professionnel. Le travail, par exemple, avec des pièces de viande, des poissons entiers, des légumes sortis de terre, complique en fait l'organisation au fournil. Et les procédures d'hygiène sont quand même plus lourdes. Vous avez la marche en avant, la conservation, il faut respecter les températures de conservation, le suivi des températures de cuisson à cœur, la conservation au chaud des plats préparés, réalisation de plats témoins aussi en cas d'intoxication. Ouais. Donc tout ça c'est très nouveau, c'est trop compliqué pour le boulanger. Il peut s'y perdre. En fait, c'est effectivement, je pense, pas la bonne trajectoire. Sur le plan technique, il est plus probable qu'on reste en fait dans une cuisine d'assemblage. Assemblage facile, rapide à produire, à partir d'ingrédients maîtrisés. Par exemple, des végétaux lavés, découpés, prêts à l'emploi, sous barquette, ou alors des filets de viande marinés, fumés, déjà découpés. Des choses simples, pratiques, avec efficaces. Une date limite, quelque chose qui est bien maîtrisé. Et la proposition des fournisseurs en frais va être très importante. Et la part des producteurs locaux aussi va avoir de plus en plus de place. Et il est évident que le désir de manger sainement est partagé par tout le monde. Mais quand on regarde par exemple les plats préférés des Français, c'est une étude qui vient de sortir, on reste quand même sur du traditionnel, la bonne cuisine à la française, des plats bien consistants. On va pas nous enlever ça quand même. Et en fait, l'artisan a aussi intérêt à aller sur des produits peut-être un peu plus riches, à base de viande, de charcuterie, de fromage, parce que ce segment ne faiblit pas. Et il peut même trouver des créneaux avec des produits XXL pour les plus gourmands. Ça reste des porteurs. Mais il faut quand même, je pense, aller vers des élevages locaux responsables, avec des bêtes bien nourries, bien soignées, qui pâturent, en respectant les normes de bien-être animal, de sécurité alimentaire bien sûr, même de réduction de l'impact écologique, en fait, qui ne cesse aussi, c'est des normes qui ne cessent de progresser. Il y en a peut-être trop, effectivement, on voit bien la crise agricole. Ça.
Mais il y a quand même un enjeu derrière de souveraineté, de qualité, de garder le lien avec le consommateur. Ok, justement Armand, à l'instant vous parliez de bêtes bien nourries, etc. Alors je profite de notre réunion et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'on tient à nos agriculteurs, que tout ça est lié finalement bien sûr, et que évidemment on pense à eux, on leur envoie tout notre soutien par le biais de ce programme aujourd'hui. Nicolas, une chose importante également, je me disais que vous dites beaucoup de choses sur messieurs, mesdames, va falloir s'adapter, va falloir faire ci, va falloir faire ça. Bon, y a-t-il quand même des choses qui peuvent être des freins? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir des points de blocage? Parce que c'est pas si simple quand même de sortir de sa zone de confort, de ce qu'on sait faire. Non, c'est pas simple, mais par contre, il faudrait quand même démarrer tout cela en disant que dans cette perspective d'avenir, il y a déjà beaucoup de boulangers qui sont extrêmement bien positionnés. Il ne faut pas oublier que cette transformation, elle a déjà eu lieu dans le contexte du snacking. Donc je voudrais d'abord dire qu'il y a une majorité de boulangers-pâtissiers qui d'ailleurs soutiennent la filière agricole parce que c'est toute une chaîne de valeur, comme vous l'avez évoqué, et qui ont déjà dépassé certains de ces freins. Mais effectivement, il y a des boulangers qui arrivent et puis il y a des boulangers qui doivent encore se transformer, c'est pas complètement terminé. Il y a une logique déjà de frein liée à l'acceptation. Bon, le boulanger de Pagnol n'existe plus, il est plus là. J'ai vu une fois une espèce de Michel Galabru il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui était dans une boulangerie, mais il n'existe plus. Mais par contre, il faut quand même changer ses habitudes. Il faut accepter aussi de prendre des risques, de tester de nouvelles choses, parce que c'est obligé d'être en mouvement. Si on est en restauration rapide, Samia pourra vous le confirmer, on doit être en mouvement permanent et se renouveler de façon permanente. Donc, il y a ces freins-là à lever. Il y a les freins aussi techniques liés à la culinarité qu'on a évoqués, les freins liés au merchandising, les freins aussi liés à la compréhension de tous les canaux disponibles. Je peux vendre au comptoir, je peux vendre sur place, je peux vendre à emporter, je peux vendre à des entreprises, je peux vendre pour des réceptions et des événements. Il faut que je m'habitue à cela. Donc, ces freins-là, il faut les maîtriser. Puis après, pour terminer, il y a des freins liés aux nouvelles technologies et aux réglementations. Aux nouvelles technologies, parce que le digital est ancré maintenant dans la proposition alimentaire sous toutes ses formes pour les clients, en labo. Il y a plein de solutions qui se déploient, donc il faut en profiter. Et puis des freins de réglementation, parce que j'entre dans l'univers de la restauration, et il faut quand même maîtriser toute la réglementation correspondante. Évidemment. Alors, bon, vous avez partiellement déjà répondu là à ma question, mais est-ce qu'il y a quand même des solutions concrètes pour aider à lever ces freins ? Oui, alors bon, déjà, il y a beaucoup de supports pour pouvoir accompagner ces solutions concrètes. On peut se faire accompagner, évidemment, dans une logique de formation, pour pouvoir en savoir plus sur différents sujets, notamment sur l'aide à la vente. Il faut aussi aider les vendeuses à mieux vendre, c'est un sujet aussi très important. Et pas seulement dire « et avec ça ». Et avec ça. Mais vous savez déjà que le autre chose rend déjà un rôle conséquent dans la restauration. Dans la boulangerie, pardon. Vous enlevez le autre chose à une boulangère, vous baissez votre chiffre d'affaires de façon conséquente. Donc c'est pour ça que la formation de la boulangère joue un rôle fondamental. Donc dans les formations, il y a un enjeu. Dans la logique entrepreneuriale, que le boulanger-pâtissier ne lâche jamais l'affaire et qui comprenne qu'il y a une perspective nouvelle à chaque fois, et donc ce qui impose à faire ce que nous on appelait va voir ailleurs pour voir ce que tu es. Donc en fait, il faut aller voir d'autres boulangeries, découvrir de nouveaux concepts. Un boulanger-pâtissier qui un jour fait un voyage à Berlin, je l'invite à visiter les boulangeries berlinoises. Il va comprendre la différence et il va voir à quel point il y a des enjeux de transformation en cours qui sont extrêmement intéressantes. Alors, à Copenhague, n'en parlons même pas, mais il y a des boulangeries européennes qui sont aujourd'hui des sources d'inspiration alors qu'elles se sont inspirées de la boulangerie française. D'accord. Donc, apprendre plus, et puis aussi, effectivement, les solutions se retrouvent au travers des fournisseurs et au travers d'acteurs comme la TOC qui donnent énormément d'informations et qui accompagnent le boulanger-pâtissier, et puis au travers des fournisseurs dans lesquels le boulanger est quand même l'acteur le plus attaché à son fournisseur par rapport à la restauration rapide ou la restauration à table. Donc, apprendre de ses fournisseurs, apprendre aussi des différentes sources comme la TOC. Il y a effectivement une multiplication de canaux disponibles et de solutions. Dès que vous parlez de la TOC, ça fait sourire Armand, évidemment. Normal. Oui, c'est de la publicité. C'est bon pour moi, ça. Normal. En fait, pour lever ces freins, pour accompagner le boulanger, peut-être qu'on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, en fait. Sur 5 ou 7 ans, il peut s'engager déjà ça doit être progressif, tout de même. Sur une mutation progressive. C'est violent, sinon. Donc, il peut prévoir un plan de développement, un plan de financement, d'investissement. Il peut prévoir sur le long terme. Et ça se fait très bien. Il peut aussi introduire ces recettes progressivement, sans tout bousculer du jour au lendemain, et voir tester un petit peu ce qui peut marcher dans sa clientèle. Tout ce qui sera investi, ça c'est important, c'est jamais perdu. Quand on valorise son fonds de commerce, dans la restauration notamment, on le rend plus moderne et plus vendable.
par la suite. Et au moment de partir à la retraite, la valeur du fonds a gagné aussi en points de chiffre d'affaires et se valorise beaucoup mieux qu'à l'origine. Et donc c'est très important de suivre ce mouvement de la restauration. Et vous, Samia, est-ce que vous voyez des freins en fait qui peuvent bloquer aussi la mutation de la boulangerie? Alors attention, Samia, c'est vous qui avez le mot de la fin là aujourd'hui. Donc là, il faut être brillante. C'est vous qui allez conclure. Elle devrait commencer par dire qu'il faut aller visiter le sandwich snack show. Et attendez, redites ça, Nicolas. Il est doué. Hein. Parce que comme votre micro n'était pas ouvert, c'est intéressant, redites-le. Non, je dis, Samia devrait commencer déjà par conclure en disant visiter le sandwich snack show parce qu'il y a énormément d'informations en restauration rapide pour le boulanger. Hein. Il est très doué. Hein. Il est fort. Juste une petite information qu'il a oubliée, c'est le 13 et 14 mars. Ah bah oui, absolument, il ne faut pas oublier les dates parce que ça ne sert à rien d'y aller si le sandwich chaud n'a pas lieu. C'est ça la complémentarité. Alors, non, Samia, mais je suis d'accord, je ne vois pas vraiment de frein à cette évolution qui va se faire dans tous les cas de manière naturelle et progressive, hein, comme on l'a dit tout au long de nos échanges. Après, l'artisan boulanger, il n'a pas cessé d'être agile, il n'a pas manqué d'agilité pour surmonter les crises, pour trouver des solutions. Donc, on l'a vu encore pendant la crise Covid, on le voit aujourd'hui avec la crise de l'énergie. Donc, il ne manque pas de ressources et je crois vraiment que le boulanger, dans tous les cas, parviendra à rebondir, à s'adapter très rapidement comme il l'a toujours fait. Et c'est une grande force de sa part. En tout cas, merci à vous tous parce que, évidemment, tous les professionnels qui nous écoutent aussi découvrent des choses. Mais alors moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je me suis permis de noter quelques petits éléments comme ça qui m'ont semblé essentiels. Que, évidemment, tout ça, cette fusion dont on parlait avec l'univers de la restauration est quand même un levier de développement qui me semble assez considérable aujourd'hui. La créativité dont beaucoup d'entre vous font preuve et nous offrent des gammes de produits de plus en plus larges, c'est quand même important. La création du lien social, ce lieu de vie nouveau que peut devenir la boulangerie, et c'est le cas déjà chez certains d'entre vous. En tout cas, c'est un bon moyen d'aller de l'avant, ça c'est une évidence également. Des ventes de plus en plus prometteuses, là, il est évident que vous allez vous y retrouver, bien sûr. Ne pas oublier les végétariens, les véganes, etc. Arriver à penser un petit peu à tout le monde. Bon, voilà, ça semble évident, mais enfin c'est encore mieux quand c'est dit, et vous l'avez les uns et les autres très bien dit. Merci Romuald, merci Nicolas, merci beaucoup Samia. Merci. C'est passé extrêmement vite aujourd'hui comme d'habitude. Et puis je pense que Armand, l'idéal c'est maintenant de se donner rendez-vous pour une 3e émission parce qu'il nous en reste des choses à dire encore dans ces défis de la boulangerie. Exactement, c'est prévu en fait pour début mai pour la diffusion. Donc rendez-vous sur avenir-artisanat.latoc.fr. Bien, j'ai hâte que nous y soyons et je vous propose que nous disions à tous ceux qui nous ont regardés et écoutés aujourd'hui un petit au revoir collectif. Alors au revoir à tous, attention, 1, 2, 3. Au revoir à tous. Merci beaucoup et bon appétit. À la prochaine fois. Ah oui, c'est une émission qui donne faim, ça c'est vrai. À bientôt. L'avenir de l'artisanat, les défis de la boulangerie de demain.